Merci beaucoup. Merci pour ces mots et surtout un très grand merci, Monsieur le Ministre, parce que vous nous avez fait... C'est plus qu'un voyage, c'est surtout vous nous avez forcé à réfléchir avec une simplicité, une fluidité, et j'ai vraiment une faveur à vous demander. J'ai pas pu tout noter, j'écris trop gros, trop mal, et j'aimerais beaucoup avoir votre texte parce que je pense très sincèrement, et les gens qui sont dans la salle savent que je suis une sincère et que je dis toujours ce que je pense, qui parfois m'attire quelques ennuis. Et donc vraiment, j'ai rarement entendu un discours de cette qualité sur ces sujets. Et je suis presque confuse de parler après vous. Je suis désolée parce qu'il est très tard. Je vais essayer d'aller vite. Mais votre notion de croissance et de développement, je vais vous montrer que c'est pareil dans le cerveau d'un bébé. Et aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux pédiatres. Je m'adresse aux mères, aux grands-mères, puisqu'il y en a aussi dans la salle. Mais parité oblige père et grand-père. Et puis à vous tous, parce que ce que je vais vous raconter, c'est arrivé chez vous, et si ça s'est bien passé, c'est pour ça que vous êtes là, par rapport à malheureusement tous les enfants où ça ne se passe pas si bien et qui ne peuvent pas réfléchir de la même façon. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, les 1000 premiers jours, bon, très rapidement, juste, on parlait de politique, d'idéologie. Vous savez qu'il y a une commission 1000 premiers jours qui a été nommée par le gouvernement français, qui a travaillé, on y reparlera tout à l'heure. Mais très bizarrement, je n'ai pas compris, ils font commencer ces 1000 premiers jours au 4e mois. Mais non, là où tout commence, c'est au moment de la conception, voire même, on le sait, c'est pas aux généticiens que je vais apprendre ça, bien sûr, que c'est avant la conception qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Donc ce voyage dans les 1000 premiers jours, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on sait que c'est vraiment une fenêtre d'opportunité pour notre santé future. Vous avez parlé de l'éducation des plus jeunes qui est capitale, mais il faut aller presque en amont déjà pendant ces 2 premières années et voir ce qui peut se passer. Je vais passer bien sûr sur tout ce qu'a déjà fait Patrick Tougnan avec brio comme d'habitude sur le rôle des nutriments, en particulier du fer pour le développement cérébral, des lipides et compagnie, et partir plus sur le sujet donc du développement du cerveau. Vous le savez, c'est un processus long qui est continu, et ça c'est aussi une notion extrêmement importante, parce que les parents aujourd'hui, même s'il y a eu des échographies avant la naissance, pensent que tout commence le jour de la naissance. Or, bien sûr, tout était en place depuis déjà 9 mois. Et cette période est cruciale, puisque c'est de là que va se mettre en place les acquisitions précoces du nourrisson, et qu'il n'y a plus de bataille stérile comme il y a eu pendant des années, voire des siècles, entre ce qui est inné ou acquis, mais qu'il y a des déterminants génétiques et que ces déterminants sont dépendants de l'environnement postnatal. Et là, on rejoint aussi votre discours économique et politique. Tout ce qui va se passer autour de ce petit bébé aura un retentissement aussi pour sa vie future et pas uniquement au niveau de la santé. Alors là, vous voyez représenter très vite, et ces belles planches sont empruntées à Jessica Dubois, qui est une chercheuse extraordinaire et qui a fait une leçon au Collège de France en 2020 sur le développement du système nerveux, qui est pour moi l'un des meilleurs que j'ai entendu. C'est une élève de Guylaine Dehaene et de Stan Dehaene, qui sont aussi des très 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 grands neurodéveloppementalistes, et qui nous montrent bien que déjà, pendant les 9 mois, il se passe beaucoup de choses. On reverra 2 ou 3 étapes importantes. Donc, la neurogénèse, la myélisation, la migration, et tout ça pour aboutir à un schéma qui est le même pour tout le monde. Alors, tous les hommes et toutes les femmes sur Terre ont le même schéma au départ, même si après, il y a des pensées différentes, il y a des actions qui sont différentes, et donc l'aboutissement à ce cortex à 6 couches. Les progrès actuels, les progrès de la neuroscience nous font sortir de l'embryologie classique, l'embryologie qu'on avait dans des bocaux, et on peut maintenant, in vivo, voir ce qui se passe. Et ça, il faut vraiment, c'est absolument fabuleux quand même, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est technique digitale, tous les progrès que ça nous a apporté aussi dans la connaissance, parce que vous l'avez dit, comme le scanner qui nous permet de voir le corps humain, l'IRM fœtal nous permet de voir, puisque tout ça, vous le voyez, ce sont des IRM, c'est un atlas d'IRM fœtal, et on suit le développement du cerveau, c'est un cerveau tout à fait normal, au fur et à mesure
semaines qui vont passer. Vous retrouvez d'autres techniques aussi, ce qu'on appelle de post-traitement, absolument passionnantes. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais vous voyez, on voit apparaître ce qu'on appelle les plis cérébraux, en fait les gyri, et de ces plis vont découler notre quotient intellectuel, en tout cas notre niveau de connexion intracérébrale. Ici, ces coupes fameuses qui étaient connues en histologie avec la mise en place des neurones, des synapses, de toutes les connexions qui sont indispensables à notre mode de pensée et de raisonnement, vous voyez qu'on peut les obtenir maintenant directement. Et je trouve ça absolument fabuleux de se dire qu'on peut avoir très vite, on peut savoir exactement ce qui se passe dans le cerveau d'un petit bébé et déjà in utero. Ici, vous voyez la mise en place, donc la migration cellulaire, qui partent de la plaque germinale et qui arrive jusqu'au cortex avec les neurones qui vont migrer le long de la glie et les connexions donc, qui se mettent en place tout le long. Et enfin, on arrive au dernier trimestre de la grossesse où il y a un phénomène qui est absolument extraordinaire. Il est extraordinaire parce que c'est celui qui va nous différencier des primates et qui fait qu'on peut vous écouter aujourd'hui et comprendre ce que vous dites. Je ne suis pas sûre qu'un primate ait pu l'écouter, même si ça c'est mon côté un petit peu sarcastique. Certains humains se comportent un peu comme des primates, mais ça c'est autre chose, je n'irai pas leur faire des IRM fonctionnels. Alors, le dernier trimestre de la grossesse, ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle croissance, il y a une croissance cérébrale et un développement cérébral, mais tellement important que si on suivait notre lancée, on ne pourrait jamais naître. Parce que, on va le revoir, il faut quand même passer la naissance, elle se fait par voie basse, c'est vraiment un problème de biomécanique, et il faut que le périmètre crânien, il soit à 35 cm et pas plus, sinon c'est pas possible, on ne passe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'a inventé ou qu'est-ce que l'évolution, l'adaptation a fait? C'est que ce cortex qui est là avec ses 6 couches va se plisser, se replier, et finalement, cette surface corticale dont on a besoin, qui va être énorme si on a des plis en mètres carrés, elle va tenir dans un volume de 35 cm de diamètre qui correspond au volume qu'on a donc en naissant. Et vous le voyez, et du coup, tout est plissé, et vous voyez par rapport à un cerveau de petit de 26-28 semaines, vous voyez ce plissement qui se fait avec cette accélération donc du plissement de plus en plus important. Et vraiment se dire que le fait d'avoir ces plissements qui vont pouvoir, après se déplisser avec beaucoup de neurones, qui vont pouvoir, qui ne servent in utero, qui ne vont pas être actifs, va permettre d'être réactif à tous les stimuli de l'environnement et donc de pouvoir répondre de façon adéquate et de mettre en place nos acquisitions. Ensuite, après on est prêt, ce cerveau est prêt, je ne parle que du cerveau parce que c'est quand même l'organe le plus noble, qu'on peut parler de beaucoup d'autres, voilà, mais sans cerveau, ça ne fonctionne pas très bien quand même, un être humain. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que le cerveau est prêt à naître? Il va y avoir l'accouchement, et là, il y a une hormone qui a un rôle quand même assez fabuleux, l'ocytocine. Donc, ocytocine, en grec, ça veut dire accouchement rapide, et c'est ce qui va être responsable du déclenchement des contractions, donc une fois que la grossesse est arrivée à son terme. Cette ocytocine a d'autres effets, et par exemple a une action antalgique chez le nouveau-né, parce qu'on parle beaucoup de la douleur chez la femme. Il y a eu énormément de progrès, l'accouchement, tu accoucheras dans la douleur, mais jamais on parle de la douleur du nouveau-né. Or, imaginez, heureusement qu'on ne se rappelle plus, mais tous on est passé par là, imaginez de passer dans un espèce de tunnel comme ça, bon déjà on était bien au chaud, le stress et compagnie, pour sortir de là, et passer dans le tractus utéro-vaginal, comme si on est complètement coincé. D'ailleurs, il y a souvent des céphalématomes, et on voit bien que ce n'est pas quand même peut-être la période la plus agréable de notre vie. Eh bien, il y a de l'ocytocine qui est sécrétée, et chez le souriceau, on a bien vu qu'un souriceau qui est né par césarienne, donc qui n'est pas passé par un accouchement par voie basse, dont la maman n'a pas eu les contractions, il n'y a pas eu la libération d'ocytocine, et bien ce souriceau sera beaucoup plus sensible à la douleur que celui qui est né par voie basse et qui a eu cette sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est aussi appelé l'hormone de l'amour. Bon, là, il y a un peu de médias derrière.
mais ça a une influence très positive sur ce qu'on appelle l'attachement. Et là encore, la relation d'attachement, ça a été démontré, je ne sais pas pourquoi ça clignote, je bouge peut-être, je ne sais pas. Donc des rats femelles qui avaient reçu donc, de l'ocytocine et qui vont s'occuper beaucoup mieux de leurs petits ratons. Et par contre, celles qui ont eu des carences en ocytocine vont se désintéresser dès la naissance de leurs ratons et ne vont plus du tout ni les allaiter, ni avoir les comportements qu'ont les mères rates. Et ça correspond donc à ce qui a été observé dès 1958 et qui est quelque chose, une théorie, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, qui permet, en fait, ça permet d'expliquer cette théorie, et c'est la propension à établir des liens très forts avec des personnes particulières qui existent dès la naissance et se maintient tout au long de la vie et donne ce qu'on appelle un aspect sécure de développement. Et c'est les Américains qui ont beaucoup travaillé dessus et qui est responsable de l'estime de soi. Et quand vous citez ces enfants des rues abandonnés dès la naissance, ce qui est extrêmement important, et Cyrulnik l'a bien démontré, c'est qu'il y ait une personne dans l'environnement qui soit sécure, même si ce n'est pas les parents biologiques, si ce n'est pas la famille biologique. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des représentants adultes qui soient des représentants de sécurité qui permettront donc cet attachement. Enfin, l'ocytocine a un rôle dans la lactation et serait, entre autres, responsable du sentiment de bien-être qui est ressenti par le bébé et par sa maman, mais il y a certainement beaucoup d'autres événements. Le deuxième point, et ça c'est une étude extrêmement récente du laboratoire d'anthropologie d'Aix-Marseille, de l'université d'Aix-Marseille, que j'ai trouvée passionnante, parce qu'elle nous renvoie au temps où on était encore des primates et on marchait à quatre pattes. Et donc effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé pourquoi il était nécessaire d'avoir un cerveau plissé et petit par rapport aux autres primates à la naissance en proportion. Tout simplement parce que les autres primates marchent à quatre pattes, n'ont pas atteint la bipédie, et du coup ils ont un bassin qui est extrêmement large. Du coup, les bébés qui vont naître vont avoir un cerveau qui est complètement fini, mais qui n'est pas du tout plissé. Donc, ils n'ont pas de réserve de neurones. Ils savent les enfants se mettre debout, sont beaucoup plus autonomes, les petits primates, en 48 heures, enfin en quelques jours, je ne suis pas une spécialiste, peuvent se séparer de leur mère. On sait que chez le petit humain, c'est beaucoup plus long, puisque maintenant, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Non, là, je vais un peu plus loin, mais on n'est pas autonome très rapidement. Et donc, la différence, c'est qu'en fait, pourquoi Lucie, et vous voyez le bassin de Lucie qui a été représenté, et là encore, c'est des outils numériques, pourquoi Lucie a eu du mal à avoir, enfin, il y a eu une adaptation au cours des millions d'années qui ont permis qu'on devienne des bipèdes, c'est tout simplement parce que lorsqu'on marche, on va avoir une déviation de notre bassin beaucoup plus étroite. Donc les femmes bipèdes, par rapport aux femmes primates à quatre pattes, ont un bassin qui est très étroit, et du coup, le petit humain, le petit fœtus s'est adapté avec ce cerveau très plissé, et qui fait qu'un jour, nous, on s'est mis à parler alors que le primate ne parle toujours pas. Voilà, donc c'est une leçon d'anthropologie absolument extraordinaire, et on retrouve ce qu'on savait déjà sur les plis, on le retrouve par l'explication donc de l'accouchement par voie basse tel qu'on le connaît. Donc le développement, vous l'avez compris, il est extrêmement lié à l'environnement. Et si on fait très rapidement cette synthèse, ce qui se passe pendant la vie intra-utérine est avant tout commandé par les gènes, puisque c'est le même programme pour tout le monde. Pour mémoire, il y a à peu près 20 000 gènes maintenant dans l'organisme qui sont connus, et 16 000 ont un rôle au niveau cérébral. Là encore, preuve que le cerveau est quand même important dans la constitution du corps humain. Et puis, au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la vie intra-utérine, l'environnement va prendre le dessus, et c'est toutes les stimulations qu'on peut avoir et tout ce qu'on va voir de la compétence du nouveau-né. Donc, ici, rapidement, tout ce qui va se mettre en place, donc les connexions, on en a beaucoup, donc il va y avoir un élagage, c'est-à-dire qu'on a trop de neurones, on a trop de synapses. Après, quand on a un Alzheimer, on leur court après. Mais il y a eu un élagage dans les premiers mois de vie parce que ces synapses sont inutiles, donc elles vont disparaître. Malheureusement, elles ne restent pas toutes à un état potentiel, une petite réserve qu'on pourrait aller chercher plus tard.
Mais tout ça, c'est pour bien équilibrer et permettre à toutes les connexions de se mettre en place correctement. Vous voyez ici un cortex de la naissance et ici un cortex à 2 ans, donc avec cette synaptogénèse absolument capitale et très très importante. Il n'y a pas que les neurones et les synapses qui font marcher le cerveau, il y a la myéline, et pareil. La myéline, finalement, elle va avoir un rôle qui est plus moteur, et donc pendant la grossesse, la myéline, elle ne se développe pas tellement, parce qu'elle n'a pas une fonction essentielle par rapport à la mise en place des neurones, par rapport à la mise en place des synapses, de la glie radiaire, du cortex, et la myéline, elle va se développer. Et vous le voyez ici, une myéline très pâle à la naissance. Là, c'est des coupes, c'est plus de l'IRM, c'est des coupes d'immunohistochimie, donc sur post-mortem. Vous voyez, à l'âge de 6 mois, elle est un peu plus importante. Et vers l'âge de 8 ans, elle rejoint ce qu'on voit à l'âge adulte, et avec des cycles de myélinisation qui sont aussi témoins de la maturation des voies sensorimotrices. Et tout ça, ça va se traduire comment ? Par la mise en place. Tout ce qui se passe, en fait, au niveau de la fabrication du cerveau, de la mise en place, de l'élagage, de toute cette connectivité absolument incroyable qui se passe au sein de notre cerveau, on va le voir par la mise en place de modules de développement avec les aires corticales qui n'agissent jamais seules. Certainement vous rappelez qu'à un moment, le développement psychomoteur, on disait au niveau du langage, c'est comme ça, au niveau de la motricité, c'est comme ça, au niveau de la socialisation, c'est comme ça, comme s'il n'y avait pas d'interaction. Bien sûr que non. Et on sait très bien par l'observation que tout se met en place et qu'un seul module seul ne peut pas fonctionner. Ce qui est aussi une aire de recherche pour les traitements, pour les enfants, la prise en charge des enfants qui ont une défaillance dans l'un ou l'autre des systèmes. Donc, on a les structures sous-corticales qui vont permettre les aires corticales primaires, secondaires, et puis les aires corticales associatives, la motricité globale et la motricité fine, et communication, socialisation, tout est indispensable, et ça met 2 ans. 2 ans, c'est les 1000 premiers jours pour se mettre en place. Il y a les IRM, il y a toutes ces techniques absolument fabuleuses, mais ce qu'il ne faut pas oublier, et là c'est vraiment notre regard de médecin, notre regard de pédiatre, c'est les compétences du bébé. Et ce bébé, il en a plein. Et c'est ça aussi, et c'est comme ça qu'on va parler également de parentalité, d'attachement, c'est démontrer aux parents, et surtout de nos jours, à quel point leur bébé est compétent et qu'il faut faire confiance au bébé beaucoup plus qu'aux techniques de coaching X ou Y qui coûtent des fortunes et qui servent à rien. Donc ces compétences du bébé, on le sait depuis le milieu du siècle dernier. Je vous rappelle qu'avant on disait qu'un nouveau-né était un être végétatif, qui ne ressentait rien, pas de douleur, il ne reconnaissait pas ses parents ni rien du tout, ça à proscrire totalement. Et l'un des maîtres là-dedans, il faut rendre hommage à Brazelton, à Terry Brazelton, qui aurait eu 100 ans, ou qui a eu 100 ans, qui est décédé l'an dernier, mais à 100 ans, 101 ans, et qui a dit le bébé est une personne. Et ça, c'était une notion vraiment révolutionnaire, parce que même au point de vue sociologique, le bébé appartient à ses parents. D'ailleurs, il y a des débats au niveau éthique, enfin, au niveau du droit, il y a beaucoup de choses entre le fœtus, le bébé, est-ce que c'est une personne totalement individualisée ou pas, ça dépasse notre topo. Mais lui, ce qu'il nous a montré, c'est que finalement, ce bébé a plein de compétences et que c'est à nous, adultes, de savoir l'observer et de savoir l'aider à mettre en place ses compétences. Voilà, donc il y a une échelle, je ne vais pas revenir dessus, mais il a fait une échelle clinique. Alors, il y a une cotation. Alors, le danger des échelles, c'est que toujours, on se dit qu'on fait des cotations suivant comment on les fait, on peut être trop sévère ou pas assez, et on peut effectivement stresser et être source d'anxiété. Je dois vous dire que moi, pour mon premier, j'ai fait une échelle de Brazelton. J'ai dû très mal la faire parce que j'ai appelé ma mère en disant il est complètement foutu, il ne fera jamais rien. Voilà, il a maintenant 36 ans et je suis très fière de lui, il fait plein de choses. Voilà, donc il faut aussi savoir, bien sûr, avoir raison gardée, et ça peut être surtout intéressant quand il y a des conditions un peu complexes. Alors, toujours pour les compétences, ça c'est l'examen du nouveau-né, c'est pas devant les néonates, mais c'est vrai que c'est absolument génial. Chaque fois qu'on fait la recherche de ces réflexes archaïques devant les parents et leur montrer, même si c'est réflexe, mais ça fait rien, tout ce que sait faire ce nouveau-né, il n'est pas du tout végétatif.
Des expériences ont été faites, celles de succion non nutritive, donc des bébés qui tètent lorsqu'ils sont stimulés. Donc vous voyez, on leur met une tétine avec une électrode et puis ils vont être plus ou moins forts en fonction du stimulus. Et on voit que si on ne les stimule pas, qu'on met juste un biberon comme ça, enfin juste une tétine et qu'on les laisse et qu'on s'en va, et ben ça ne les intéresse plus du tout et ils se laissent entre guillemets dépérir, ils ne vont plus téter. Malheureusement, on connaît des cas comme ça d'anorexie du tout petit avec très peu de soins parentaux, on va dire de soins de développement autour d'eux et qui vont mal téter alors qu'il suffit de les stimuler. Ici, la reconnaissance des visages, non, ça définitivement, le nouveau-né n'est pas un être végétatif. Dès 3 jours de vie, il reconnaît le visage et le visage de sa mère. C'est en particulier le laboratoire de Pascalis à Grenoble qui travaille beaucoup là-dessus et donc qui montre qu'un bébé éloigné de sa mère, lorsqu'on lui présente des visages, retrouvera, je crois que c'est à 2 jours de vie ou 3 jours de vie, très rapidement le visage de sa mère par rapport à des visages d'autres femmes. Bon, c'est des techniques très spécifiques, on dégage complètement le visage, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de choses qui peuvent l'attirer par ailleurs, et puis il n'y a pas l'odeur, enfin bon, mais c'est des très belles études. Et là, j'ai vu avec surprise, enfin non pas avec surprise, c'est que l'équipe continue à travailler dessus, et puis ils ont publié, ils sont en train de faire une autre étude, quelque chose qui s'appelle Infant Mask, et évidemment en période Covid, ça a du sens. Vous savez que beaucoup se sont beaucoup inquiétés. Qu'est-ce que vont devenir ces nouveau-nés qui ont une maman, un papa qui est masqué, mais qui est machin? Eh bien non, ils reconnaissent tout à fait le visage une fois qu'on enlève les masques et qu'il n'y a pas de différence. Donc, très vite, ils trouvent une stratégie, une compétence pour reconnaître les visages familiers malgré les masques. Donc, ne nous inquiétons pas et surtout, n'inquiétons pas les parents. Les masques étaient obligatoires, mais leurs bébés montrent qu'ils savent aussi, dans cette obligation, trouver des stratégies pour les contourner. Une autre compétence du nouveau-né qui est extraordinaire, qui a valu le prix Nobel à Hubert et Wiesel en 1958, ces chercheurs ont montré que des petits chatons à qui, dès la naissance, on allait montrer c'était des barres horizontales, donc que des barres horizontales pendant un certain nombre de semaines. Si on leur montre, au bout de ces semaines, on leur montre des barres verticales, ils sont incapables de les reconnaître. Parce que les neurones visuels ne se sont pas développés, ils se sont développés uniquement sur les barres horizontales. Et donc, ils ont mis en évidence ce qu'on appelle la période critique de développement, où il faut absolument qu'il y ait l'ensemble des stimuli nécessaires. Et c'est très, très important, vous le savez très bien, le dépistage visuel, lorsqu'il y a, pour éviter l'amblyopie, lorsqu'il y a une diplopie, un strabisme, éviter l'amblyopie, il faut stimuler l'œil qui est strabique et pas l'autre qui va très bien pour pouvoir justement tout garder au point de vue compétence. Et ces changements, donc là encore, dépendent de l'activité et montrent la plasticité, l'élagage et la stabilisation des connexions en fonction des stimuli. Le langage, ça c'est quelque chose aussi absolument fabuleux. Vous avez parlé des petits de 2 ans et demi qui parlaient l'anglais parce qu'ils l'entendaient, mais c'est vrai, on a des compétences que malheureusement on perd et on aimerait bien garder ces compétences toute sa vie pour pouvoir apprendre toutes les langues. Donc il y a un programme génétiquement déterminé et puis les informations de l'entourage. Là encore, il faut vraiment parler à son bébé. Et moi, l'une des choses que je fais dans mes consultations, quand c'est des bébés qui vont bien, j'apprends aux externes à parler le langage économique et financier. Ils sont toujours un peu stupéfaits, mais dès 1 mois de vie, ils ont beaucoup de choses à nous raconter et ils sont parfois même plus bavards que moi. Donc, le langage, Darwin disait que c'était un instinct pour acquérir un art. Donc, c'est vraiment, je répète, ce qui nous différencie le plus des primates, puisqu'il n'y a pas besoin d'efforts conscients et pas d'apprentissage vraiment explicite. Il y a des étapes fixes, et puis, là aussi, toujours cette période critique, et on sait très bien, c'est pas une expérience, mais Victor de l'Aveyron, qui a été élevé par des loups, dans une meute de loups, au XIXe siècle, n'a jamais pu apprendre le langage. Je crois qu'il a été retrouvé, il avait une dizaine d'années, parce qu'il n'avait pas développé cette période critique de mise en place du langage. Ici, une expérience donc, de Guylaine Dehaene sur l'IRM fonctionnel et montrer que l'organe du langage, c'est bien le lobe temporal gauche, c'est 95%, on l'appelle l'hémisphère dominant, mais c'est vrai. Et vous voyez que dès la naissance, à 4 jours de vie,
Elle a montré que, en fait, au niveau de l'oreille droite, il y avait des changements, il y avait des réactions au changement de syllabes. Si vous dites ba, da, ga, ba, à 4 jours de vie, il reconnaît par la droite. Et par la gauche, par contre, les changements de timbre musical. Et donc, elle parle de la différence entre la musique, la mère ou Mozart, et montrer que c'est pas du tout les mêmes choses qui s'impriment. Alors, certains disent, mais c'est peut-être une maman qui écoutait beaucoup Mozart pendant la grossesse, qui est possible. Mais voilà, donc ça, c'est des informations qui sont très importantes. La prosodie, donc la prosodie, c'est le ton, le rythme très rapide, ou au contraire un rythme très lent. C'est ce qui fait la différence. On ne parle pas tous de la même façon. Et ce qui fait la différence, en dehors de la différence de la langue, on a une différence de prosodie aussi. Donc là, pour la voix de la mère, c'est DJ-JA, et pour la langue maternelle aussi, c'est DJ4. Donc là, exactement la même expérience. Donc elle montre bien. Là, elle dit des phrases, en fait, des phrases à l'endroit et des phrases à l'envers. Et en fait, elle montre qu'il y a déjà une spécialisation extrêmement précoce. L'enfant n'est pas capable, il est incapable de répéter des phrases entières, mais il a déjà en place le circuit neuronal qui lui permet de repérer certains éléments répétés de la phrase. Donc son ordinateur personnel est en train d'encoder un certain nombre d'éléments portés. Quand on dit la langue maternelle, c'est la langue d'environnement, hein, bien sûr, c'est pas que la maman qui lui parle, mais c'est ce qu'il entend, et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et à ce moment-là, il pourra s'en débrouiller un peu plus tard, quand il faudra sortir les mots pour faire des phrases. Les phonèmes, c'est pareil. Au départ, tous les phonèmes de toutes les langues. Alors là, il est totalement... C'est une tour de Babel, son cerveau. Il a tous les contrastes, toutes les langues. Et puis petit à petit, il va la catégoriser pour retenir finalement que la langue maternelle. Et pour l'instant, aucun ordinateur n'a été capable d'apprendre ce type de catégorisation comme ce qu'apprend un nouveau-né humain. Dernière... Enfin, on a vu donc la mise en place du langage, de la vision, l'interaction sociale. Elle est capitale. Un bébé seul, ça n'existe pas. Un bébé, c'est dans sa famille, et un bébé, c'est avec d'autres bébés. Et c'est pour ça que la socialisation dans les crèches, c'est excellent. Et quand on dit, oui, non, mais il est gardé par sa grand-mère et il y a 3 cousins qui ont 15 ans, ben, c'est pas bien pour ce petit bébé. Il vaut mieux qu'il se batte d'emblée, comme vous voyez ici, ces petits, ou ici, c'est juste mes petites filles qui sont en train de s'arracher leur biberon, et la grand-mère est ravie, parce que ça montre qu'elles ont bien compris que toutes les deux ont des choses qui les intéressent, bien sûr le biberon de l'autre, et essayer d'aller l'attraper. Elles sont prêtes à démarrer correctement dans la vie. Là, cette photo, 17 et 14. 14 et 17 mois. Donc, ici, aussi, toujours dans l'interaction, et là, c'est une expérience qui est ancienne, mais je ne sais pas pourquoi peu de gens en parlent, 2003, et qui montrait déjà, c'était donc des enfants américains qui étaient exposés à du mandarin. Donc eux, ils savaient parler l'américain, ils entendaient parler que d'américain, mais pas du tout du chinois mandarin. Et soit en live, donc face à une personne qui leur parlait en mandarin, soit au travers d'un écran qui était la télévision. Et bien seul le groupe qui était en live arrivait à discriminer les phonèmes du chinois, alors que par l'écran, ça ne passait pas. Enfin, toujours dans l'interaction sociale, ce bébé, il a l'attention conjointe, ça vous le connaissez bien, c'est-à-dire que vous le regardez, vous jouez avec lui, vous lui parlez, d'un seul coup, vous regardez de côté, et là, ça l'énerve beaucoup, parce qu'il pense que c'est la personne la plus intéressante au monde, et qu'est-ce qui a fait que vous vous retournez pour voir autre chose, et donc il va se retourner pour voir quelle est la personne, l'objet, enfin, ce qui détourne votre attention. Et le pointing, ça aussi, le petit dictateur, je veux ça, je veux ci, ça entre 9 et 12 mois, très bonne interaction, et vous savez que l'absence de ces deux signes, c'est déjà un signe de préautisme. Donc le langage maternel, je passe, on a compris, est extrêmement important. Et le premier vocabulaire. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il est variable en fonction de la société dans laquelle vit l'enfant. Et ça va dépendre de l'expérience de l'enfant et de l'expérience de son entourage. Et cette remarque, enfin cette expérience, cette observation, moi, m'a toujours beaucoup plu. Donc les petits bébés français, ils nomment davantage la nourriture et les vêtements.
Les petits Américains, eux, ils sont beaucoup plus dans les termes de bienvenue. Hein. Il y a le hype, le welcome et compagnie, ça les fait bien réagir. Les petits Suédois, c'est en termes d'action. Allez, go, go, on y va, action man. Et les Japonais, les petits Japonais, c'est les éléments de la nature, les onomatopées du vocabulaire poétique. Donc ça, c'est pour des bébés qui ont 9 mois, et c'est la réaction en fonction des mots qui leur sont proposés dans leur propre langue. Enfin, quelque chose qui est absolument fabuleux, alors c'est ce qu'on appelle l'explosion lexicale. Alors j'espère que ça va passer. Est-ce que vous entendez là ? Voilà, ça c'est une lecture d'un conte du soir par une petite fille dont les parents lisent beaucoup de livres, et cette petite fille qui a 14 mois est en train de lire avec les intonations. Donc cette petite fille, en fait, elle est en train de construire et de construire son langage, son lexique, et elle va, à partir de à peu près, quand elle aura à peu près une masse critique de 50 mots, c'est pour ça que ça serait intéressant qu'on garde cette possibilité quand on veut apprendre une nouvelle langue, on n'a qu'à apprendre par cœur 50 mots, et après, tous les jours, on en apprend 10 de plus. Truc que j'ai jamais réussi. Hein. Donc à la fin de la seconde année, il y a 200 mots et en même temps un changement qualitatif, une explosion lexicale, donc qui favorise la syntaxe et qui est capitale. Donc ça, on va passer, c'est les grandes étapes, mais vous les connaissez très bien, tout ce qui se passe au niveau communication, socialisation et langage. Et puis on va arriver à la motricité, et là aussi c'est un autre challenge. On a vu là aussi que le petit primate, en 2-3 jours, il se met à marcher tout seul. C'est pas du tout le cas de l'humain, il faut beaucoup plus de temps. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, jusque dans les années, on va dire 50, 60, 70, on disait que le développement moteur, c'était le moyen d'évaluation de la maturation cérébrale et qu'il était séquentiel. On tient sa tête, on tient assis, puis on tient debout. Ce qui est vrai, bien sûr, ça commence toujours comme ça, mais il y a 2 éléments qui sont absolument capitaux, c'est la posture et le tonus qui vont permettre donc l'organisation et l'exécution des praxis. Juste ici, vous voyez là aussi la mise en place de la motricité. En fait, pourquoi un enfant se met à marcher ? C'est parce qu'il va aller chercher lui-même ce qui l'intéresse. Un enfant qui n'est pas intéressé par quelque chose, qui n'a pas de stimuli, n'ira pas. Ben là, cette petite fille est allée chercher son papa et elle revient avec. Elle n'a que 15 jours de marche. Ça fait 15 jours qu'elle sait marcher. Mais voilà, elle va marcher de mieux en mieux. Elle a compris qu'elle pouvait aller chercher ce qui l'intéressait. Et ça, c'est extrêmement important, la corrélation entre l'accès au déplacement autonome et la résolution d'épreuves de recherche. Pareil, donc toujours dans la mise en place de la motricité, c'est compliqué parce que l'enfant, il doit non seulement maîtriser les forces gravitaires, mais aussi il faut les utiliser pour optimiser le mouvement qui conduit à la marche. Et voyez cette petite fille, c'est ses premiers pas qui sont filmés, elle tombe. Alors elle est félicitée, sa maman est aux anges, mais elle tombe, elle se relève. Donc essayez de faire ça quand vous avez la gravité contre vous, c'est loin d'être évident. Le petit nourrisson entre 12 et 15 mois, il arrive à faire ça. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place de la motricité. Je suis allée très vite, il y a également la motricité fine. Et pour terminer, pour dire que ces 1000 premiers jours sont absolument fondamentaux, puisque c'est vraiment là où tout commence, c'est là où nous avons tous commencé, et donc il faut tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour qu'il se passe de la meilleure façon possible, pour que ça devienne des adultes de demain avec tout leur capital. Et c'est pas uniquement ce que je reprocherais un petit peu à la commission des 1000 premiers jours. On a parlé beaucoup c'est important bien sûr, de parentalité, de développement psychique, mais tout ça est quand même sous-tendu par ce neurodéveloppement qui est indispensable à être mis en place correctement. Et là, vous le savez, en tant que neuropédiatre, moi, malheureusement, je ne vois pas d'enfants qui vont aussi bien, et je vois des enfants qui ont des difficultés dans leur neurodéveloppement, mais ça nous permet aussi d'essayer de comprendre comment mettre en place des stimulations précoces, des prises en charge spécifiques pour diminuer au mieux et trouver les meilleures stratégies. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.